Bonjour à toutes et à tous, chers passionnés de Plus belle la vie. Aujourd'hui, je vous propose de plonger ensemble dans un épisode bouleversant, profondément humain et riche en tensions dramatiques, l'épisode 387, diffusé ce mercredi 30 juillet 2025 sur TF1. Un épisode qui marque un tournant dans plusieurs intrigues majeures, où les silences du passé s'entrechoquent avec les douleurs du présent. Dès les premières scènes, le ton est donné, Patrick Nebout, usé, brisé, se rend chez Florence Liotta, dans l'espoir de briser le silence et de comprendre enfin cette nuit qui le hante depuis 20 ans. Mais à la place d'une explication, c'est un rejet glacial, mené par Florence et renforcé par la froideur de Vadim, qui ne veut plus rien entendre. Patrick est laissé seul, face à son vide, face à son propre vertige intérieur. Et ce n'est que le début. Dans les couloirs du centre nautique, Morgane affronte une tempête silencieuse. Tandis que Delma semble sciemment saboter ses chances, elle doit aussi encaisser les piques blessantes de sa sœur Laura, qui l'humilie sans retenue. Le corps de Morgane flanche, mais son mental, lui, s'embrase dans une détermination farouche. Elle ne veut plus subir. Elle veut prouver sa valeur, même si cela doit l'user jusqu'au bout. Au Mistral, un paquet posé devant la porte ravive un passé amoureux compliqué. Enzo envoie un cadeau à Thomas, quelques jours après leur rupture. Un geste symbolique, intime un casse-tête en bois. Et c'est tout un jeu d'échos émotionnels qui s'installe entre Thomas, Jawad et Gabriel, chacun miroir d'une histoire inachevée, d'un sentiment qu'on croyait enterré. Les regrets s'invitent, les regards trahissent ce qu'aucun mot n'ose encore dire. Pendant ce temps, au pavillon des fleurs, une scène bouleversante se joue entre Blanche et Vanessa. Deux femmes, deux visions de l'amour et de la fin de vie. Blanche, fidèle à la volonté d'Hector, accepte l'inacceptable. Vanessa, elle, refuse de baisser les bras. Et entre elles, le poids de la peur, du deuil, du choix, de la liberté. Mais ce n'est pas tout. Une vidéosurveillance compromettante révèle que Florence s'est introduite en douce au centre nautique, en pleine nuit. Boé commence à suspecter un sabotage et les regards se tournent vers Delma, dont le silence devient suspect. Que cache-t-il? Que cherche-t-il à protéger? Et enfin, une scène tout en émotion clôt cet enchaînement de tensions. Ophélie offre à Hector un manteau d'adieu, cousu de ses mains, brodé d'un dernier mot d'amour. Un vêtement pour qu'il parte avec dignité et qu'on se souvienne de lui, libre et lumineux. Un moment déchirant, suspendu dans le temps, où le lien entre un père et sa fille transcende la peur, la maladie, et même la mort. Cet épisode 387 est dense, poignant, percutant. Il questionne nos repères moraux, nos choix de vie, nos silences, nos regrets. Et surtout il nous rappelle que dans Plus belle la vie, chaque mot peut blesser, chaque silence peut tuer, et chaque geste peut sauver. Dans le hall silencieux de l'immeuble, Patrick frappe à la porte de Florence Liotta. Elle met un instant à ouvrir, visiblement surprise et tendue de le voir là, devant elle. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demande-t-elle, la voix tranchante. Patrick garde son calme, mais ses yeux trahissent une profonde détresse. Il murmure. « J'ai besoin de te parler. De comprendre. Pourquoi tu m'as rien dit? Pourquoi maintenant ?» Florence serre les dents, le regard fuyant. Elle ne l'invite pas à entrer. Il insiste, un pas dans l'encadrement. « Je ne me rappelle de rien, Florence. Rien de cette nuit. Juste un blackout. Et je me retrouve avec un fils qui me hait. Tu dois m'aider à comprendre. » Mais à cet instant, Vadim arrive dans le couloir. Il voit Patrick, foudroie la scène du regard. Florence, nerveuse, tranche nette. Fais-le partir. Je veux pas qu'il soit là. Vadim, glacé, se place entre sa mère et Patrick. Sa voix est ferme, sans appel. T'as entendu. Dégage. Patrick tente une dernière fois, le regard suppliant, à la fois pour Vadim et Florence. S'il vous plaît, j'ai juste besoin de savoir ce qu'il s'est passé. Mais Florence détourne les yeux. Vadim, lui, referme la porte sur Patrick sans un mot de plus. Le commandant reste seul sur le palier, anéanti. Une fois de plus rejeté. Mais surtout, toujours dans le brouillard de cette nuit où tout a basculé.
Dans les vestiaires encore vides du centre nautique, Delma interpelle Morgane alors qu'elle range son sac. Morgane, tu peux prêter ton casque VR à Laura et Melville? C'est pour qu'ils s'entraînent au saut en rappel comme toi. Il faut que tout le monde ait les mêmes chances. Le ton est sec, presque mécanique. Morgane le fixe un instant, surprise, puis acquiesce sans un mot. Mais à peine sortie, elle rejoint Steve à l'écart, le visage tendu, les mains crispées sur la sangle de son sac. Tu vois ce qu'il fait? Lâche-t-elle à Steve, d'une voix basse et amère. Il me fout dans la merde, c'est tout. Steve la regarde, inquiet. Tu crois qu'il fait exprès? Morgane hoche la tête, sans hésiter. Évidemment. Il sait que j'ai du mal avec le vertige, il sait que je bosse comme une malade. Et là, il file mon seul outil d'entraînement à ceux qui vont me doubler. Elle inspire, profondément, comme pour ravaler la rage qui monte. Mais je vais pas lâcher. Je vais aller au bout, Steve. Je vais lui montrer qu'il peut rien contre moi. Et dans son regard, plus de doute, plus d'hésitation. Juste une détermination brûlante, prête à défier toutes les règles du jeu si c'est ce qu'il faut pour prouver sa valeur. Alors que Thomas s'apprête à ouvrir le Mistral pour le service du soir, il tombe sur un petit paquet soigneusement emballé, posé devant la porte du bar. Il se penche, intrigué, et lit l'étiquette, pour Thomas Enzo. Instantanément, son visage se ferme. Ce week-end encore, il avait mis un terme à leur relation, sans appel. Alors pourquoi ce cadeau maintenant? Il entre dans le bar, le paquet à la main, visiblement agacé mais aussi troublé. Jawad, déjà derrière le comptoir, lève un sourcil. Qu'est-ce que t'as là? Thomas dépose le paquet sur le zinc. C'est d'Enzo. Il me largue, et maintenant il m'envoie des cadeaux comme si de rien n'était. T'as regardé ce que c'est? Non. Tiens, vas-y, ouvre-le pour moi. Jawad défait le papier et découvre un casse-tête en bois, complexe, sculpté à la main. Eh ben c'est pas un message subliminal, ça? Dit-il en souriant. Thomas esquisse un sourire amer. C'est à son image, tordu, chiant mais ça donne quand même envie de savoir comment ça marche. Jawad pose le casse-tête entre eux. Et si c'était aussi une façon de te dire qu'il t'a pas complètement tourné la page? Thomas soupire, partagé entre colère et tendresse. Je sais pas, mais moi j'ai pas envie de me reprendre la tête. Et pourtant, alors qu'il dit ça, ses doigts se posent machinalement sur le casse-tête, comme attirés. Dans l'ambiance feutrée du pavillon des fleurs, Blanche s'affaire à ranger quelques coussins quand la porte s'ouvre brusquement. C'est Vanessa. Son regard est tendu, son visage fermé, presque tremblant. Depuis combien de temps tu es au courant? Lance-t-elle d'une voix dure. Blanche s'immobilise. Elle comprend tout de suite. Pas besoin de préciser. Elle repose lentement les coussins, se tourne vers elle, les yeux calmes mais pleins d'émotion. Ça fait un moment il m'a demandé de garder le secret. Vanessa secoue la tête, furieuse. Tu aurais dû m'en parler. On aurait pu agir, chercher d'autres solutions. Tu sais, je connais des professeurs, des spécialistes, il y a encore plein de traitements à explorer. Des cliniques, des protocoles expérimentaux. C'est pas terminé, Blanche. On peut encore tenter des choses. Blanche avance doucement vers elle, le regard plein de compassion. Ce n'est pas à moi de décider, Vanessa. J'ai essayé de le convaincre, moi aussi. Au début, j'ai nié, j'ai espéré et puis j'ai compris. J'ai accepté sa décision parce que je l'aime. Un silence chargé d'émotions s'installe. Vanessa est bouleversée. Sa colère se fissure. Mais l'aimer, c'est aussi le retenir. L'aimer, c'est se battre pour qu'il reste, tu ne peux pas juste accepter. Je ne l'ai pas abandonné, Vanessa. Je l'accompagne. Jusqu'au bout. C'est ce qu'il m'a demandé. C'est sa dignité. C'est sa vie. Les yeux de Vanessa s'embuent. Elle murmure, brisée. Moi, je ne peux pas. Je peux pas juste attendre qu'il parte. Blanche hoche lentement la tête. Elle comprend. Parce qu'elle non plus n'est pas prête.
Mais elle a choisi d'être là pour lui. Même dans ce choix déchirant. Dans le bureau feutré du commissariat, Patrick est assis derrière son bureau, le visage fermé, les mains jointes. Il fixe Delma, debout devant lui, visiblement mal à l'aise. Le silence est lourd, pesant. Puis Patrick prend la parole, d'une voix grave. « Tu te souviens de cette fameuse soirée au centre nautique, il y a 20 ans ?» Delma acquiesce, l'air perplexe. « Oui, vaguement. C'était une sacrée fête. Pourquoi tu me parles de ça maintenant ?» Patrick prend une inspiration. Il cherche ses mots. C'est Florence Liotta, elle pense que ce soir-là, je l'ai vu. Un silence de plomb s'abat dans la pièce. Delma ouvre grand les yeux, complètement sonnée. Quoi? Mais elle pense vraiment ça? Patrick hoche lentement la tête. Je me suis réveillé nu à côté d'elle. J'ai aucun souvenir. Rien. Un vrai trou noir. Delma reste silencieux un instant, puis s'approche d'un pas, les sourcils froncés. Écoute, de ce que je me rappelle, c'est elle qui passait la soirée à te coller. Elle te tournait clairement autour. Je l'ai vue, Patrick. Elle te lâchait pas d'une semelle. Patrick le fixe, troublé. Delma poursuit, plus sérieux. Je ne dis pas que ça excuse tout, mais je ne t'ai jamais vu forcer qui que ce soit. Et ce soir-là, j'ai pas vu une fille apeurée, au contraire. Patrick passe une main sur son visage, ébranlé. Mais si elle s'est sentie contrainte, si elle s'est sentie salie, alors j'ai peut-être une part de responsabilité. Delma secoue la tête. Tu sais comme moi qu'avec l'alcool, les souvenirs deviennent flous. Peut-être qu'elle a reconstruit les choses autrement. Ou peut-être qu'elle regrette, je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que tu n'es pas ce genre de type. Patrick ne répond pas tout de suite. Son regard est perdu, profondément bouleversé. Et si je me suis trompé sur moi-même? Murmure-t-il, presque pour lui-même. Delma, gênée, recule d'un pas, conscient qu'il vient de réveiller une faille béante dans l'homme droit qu'a toujours été Patrick Nebout. Dans le salon baigné par la lumière douce de la fin d'après-midi, Hector est assis en silence, ému, les yeux brillants. En face de lui, Ophélie, debout, tient dans ses mains une housse de tissu soigneusement refermée par une fermeture éclair. Elle le regarde avec tendresse. « Je ne t'en veux pas, tu sais. » Hector relève doucement les yeux, surpris par la douceur dans sa voix. « Tu ne m'en veux pas ?» répète-t-il, la gorge nouée. Ophélie s'approche, s'assied près de lui. « Non. Tu as mis du temps à me le dire, oui. Mais j'ai compris pourquoi. J'ai lu, j'ai regardé des documentaires, j'ai compris que ce n'est pas un acte de fuite, mais un choix de dignité. » Hector baisse les yeux, visiblement touché. Il souffle, ému. « Je ne savais pas comment te le dire. J'avais peur de te perdre, de vous perdre tous. » Ophélie lui prend la main, la serre doucement. « Tu ne me perdras jamais. » Puis, dans un geste lent, elle ouvre la housse et en sort un vêtement, un long manteau, à la coupe sobre mais élégante, dans une teinte bleue profonde, presque céleste. Les coutures sont délicates, les finitions soignées, et à l'intérieur, un petit mot brodé à la main, à l'endroit du cœur, pour qu'on se souvienne de toi tel que tu es, libre et lumineux. Hector est bouleversé. Il effleure le tissu, les mains tremblantes. C'est magnifique. Ophélie sourit, les larmes aux yeux. Je l'ai conçu pour toi. J'aimerais que tu le portes le jour de ton départ. C'est ma façon de t'accompagner, jusqu'au bout. Un long silence s'installe, lourd d'émotion. Hector se lève, approche Ophélie, et la prend dans ses bras. Il reste là, longtemps, sans un mot. Juste un père et sa fille de cœur, unis dans un adieu silencieux, infiniment doux, infiniment fort. Dans l'arrière-salle du Mistral, l'ambiance est légère, presque complice, mais quelques non-dits flottent dans l'air. Gabriel, concentré, tourne le casse-tête dans ses mains. En face de lui, Thomas, accoudé au comptoir, fait mine de sourire, cherchant à masquer une certaine tension intérieure. « Alors, avec Enzo, ça va ?» demande Gabriel sans relever les yeux. Thomas hoche vivement la tête, trop vivement. « Oui, tout roule.
Enfin, on ne se voit pas beaucoup en ce moment, c'est tout. Mais à part ça, nickel. Gabriel, sans rien dire, enclenche le dernier mécanisme du casse-tête qui s'ouvre d'un clic sec et précis. Résolu. 2 secondes. Thomas tente un sourire, un peu crispé. T'as pas changé, toi. T'as toujours un cerveau de machine. Gabriel relève enfin les yeux vers lui, un brin amusé. Et toi, t'as toujours le même regard quand tu mens. Thomas détourne le regard, et c'est Barbara qui entre, interceptant la scène. Elle s'approche de Thomas et lui glisse. Je le trouve changé, Gabriel. Presque attendrissant. Thomas soupire avec un sourire en coin, un peu désabusé. Oui, je sais. Depuis qu'on s'est séparés, il est devenu sympa, patient, doux limite parfait. Et moi? Il fait une pause avant de conclure dans un souffle amusé mais un peu amer. Je suis resté le relou de service. Voire pire. Barbara éclate de rire, Gabriel aussi. Un instant suspendu, à mi-chemin entre nostalgie et tendresse. Mais derrière les sourires, chacun garde pour lui ce qu'il n'ose vraiment dire. Dans la maison familiale, l'ambiance est lourde et les regards sont tendus. Hector, déterminé mais fatigué, vient confronter Vanessa. Il pensait pouvoir régler les choses calmement, mais il se heurte à une opposition frontale. Vanessa, inflexible, lui tend les papiers qu'elle a reçus, en les déposant sèchement sur la table. J'ai contesté les transactions. La vente de tes parts, c'est non. Tu ne toucheras pas un centime. Hector la regarde, décontenancé. Il tente de lui faire entendre raison, de lui expliquer une nouvelle fois qu'il a besoin de cet argent pour financer sa fin de vie dans la dignité, en Suisse. Mais Vanessa coupe court. Ne compte pas sur moi pour me résigner. Je n'abandonnerai pas. Elle serre les mâchoires, les larmes aux yeux, mais déterminée à l'empêcher de partir. Pour elle, il ne s'agit pas d'un choix médical, mais d'un abandon. Elle refuse de le laisser s'éteindre volontairement sans lutter jusqu'au bout. Puis, d'un ton plus calme mais chargé d'émotion, elle ajoute. Le 4 septembre, on sera tous ensemble. En famille. Et tu me remercieras d'avoir tenu bon. Les mots résonnent comme une promesse, ou une menace, selon la manière dont on les entend. Hector comprend qu'il ne pourra pas faire ce qu'il souhaite aussi facilement. Face à lui, Vanessa est prête à tout pour le retenir, quitte à le priver de ses dernières volontés. Dans le bureau, l'atmosphère est tendue. Boé pousse la porte sans frapper, tenant une tablette à la main. Delma, surpris, relève les yeux de ses papiers. Il faut qu'on parle. J'ai visionné à nouveau les images de vidéosurveillance du centre nautique. Delma fronce les sourcils, intriguée. Boé pose calmement la tablette sur la table, lance la vidéo, on y voit une silhouette familière. Une femme, en uniforme, qui n'a rien à faire là. Florence Liotta. Elle s'est infiltrée discrètement, en pleine nuit. Elle portait une tenue de la formation. Delma pâlit. Il reste silencieux, mais ses traits se crispent. Je commence à me demander si c'est pas elle qui a saboté les bouteilles d'oxygène. Elle avait le temps, l'accès, et peut-être un mobile. Delma garde le silence un instant, avant de demander d'un ton contenu. Nebou est au courant? Boé penche légèrement la tête, intrigué par la réaction de Delma. Non, pas encore. Pourquoi? Ça t'embête qu'il le sache? Le regard de Delma se trouble un instant. Il détourne les yeux, cherche ses mots. Mais son malaise ne passe pas inaperçu. Boé, lui, le fixe, de plus en plus suspicieux. Quelque chose cloche. Et peut-être que Delma en sait bien plus qu'il ne veut le faire croire. Dans la salle d'entraînement encore baignée de la lumière du matin, Laura croise les bras, debout face à sa sœur. Son regard est froid, déterminé. Elle toise Morgane de haut en bas avec une pointe de dédain à peine voilée. T'as vu ton chrono à la dernière épreuve? Lâche-t-elle sèchement. Tu crois vraiment que t'es prête pour le saut en rappel de demain? Morgane, déjà tendue, encaisse le coup. Son souffle se fait plus court. Elle veut répondre, mais aucun mot ne sort. Honnêtement,
si tu continues comme ça, tu vas te vautrer. Et tu sais ce que ça veut dire, hein? Tu sors. Les mots claquent comme des gifles. Morgane baisse les yeux, le cœur au bord des lèvres. Son corps se fige, tremble légèrement. Elle tente de garder contenance, mais sa respiration devient hachée. Arrête, murmure-t-elle faiblement, la voix tremblante. Non, Morgane. T'as pas le droit de te planter. Moi je me bats à 100%. Toi, tu flanches dès qu'on te met un peu de pression. Morgane vacille. Son visage devient pâle, ses jambes fléchissent légèrement. Elle doit s'asseoir. La pièce semble tourner. Elle serre les poings pour ne pas s'effondrer. Laura, en la voyant ainsi, ne dit plus rien. Un court silence s'installe, pesant. Mais le mal est fait. Morgane est au bord du malaise, vidée, comme si les mots de sa sœur avaient érodé ses dernières forces. Et voilà, c'était le résumé complet et immersif de l'épisode 387 de Plus belle la vie, diffusé le 30 juillet 2025. Un épisode à la fois intense, fragile et bouleversant, qui continue de nous prouver pourquoi cette série occupe une place si particulière dans le cœur des téléspectateurs depuis tant d'années. Aujourd'hui, les cœurs se sont affrontés, les masques ont commencé à tomber, et les blessures du passé ont trouvé un écho dans le présent. Patrick, d'habitude si solide, se retrouve confronté à un trou noir dans sa propre mémoire, incapable de savoir s'il est victime ou bourreau. Et cette incertitude le consume, lentement mais sûrement. Morgane, de son côté, n'est plus seulement une jeune femme en quête de reconnaissance. Elle devient le symbole d'une génération qui refuse qu'on l'écrase, même quand ceux qui devraient la soutenir deviennent ses premiers ennemis. Et pendant que certains se battent pour vivre, d'autres comme Hector se battent pour mourir dignement. Mais là encore, les proches ne lâchent pas prise. Parce qu'aimer, ce n'est pas toujours comprendre. C'est parfois s'opposer, résister, même contre la volonté de l'autre, quitte à le retenir dans la douleur, juste pour retarder l'inévitable. Enfin, dans ce Mistral toujours vibrant, les histoires d'amour continuent de danser entre les lignes. Thomas, Enzo, Gabriel, Barbara chacun cherche une vérité, un apaisement, un second souffle. Plus belle la vie, dans cet épisode, nous rappelle avec brio que la vie est rarement faite de certitudes. Elle est tissée de nuances, de silences lourds, de regards qui disent tout, et de gestes minuscules qui changent tout. Alors si vous avez été touché par cet épisode, si vous ressentez encore le poids de certaines scènes ou si vous avez une théorie sur ce que cache Delma ou sur le destin de Morgane, je vous invite à laisser un commentaire, à liker la vidéo, et surtout à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Merci d'avoir été avec moi pour ce résumé intense. Prenez soin de vous, soyez à l'écoute des silences, et n'oubliez jamais que même dans l'ombre, il y a toujours une lumière à chercher. À très bientôt sur la chaîne.